Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis très content de vous retrouver. Merci encore à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui vont peut-être s'abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne les modalités administratives pour vendre son camping-car d'occasion. Vendre un camping-car en occasion implique un certain nombre de documents à transmettre et de démarches à effectuer pour une cession en bonne et due forme au regard de la loi. Moi-même, j'ai été confronté à cette expérience de vendre un camping-car. Alors, vous avez la possibilité, bien évidemment, de vendre votre véhicule en concession pour en racheter un autre ou de le mettre en dépôt-vente. Donc là, les modalités administratives sont assez faciles. Mais quand on vend soi-même son véhicule à un particulier, c'est un peu plus compliqué. Et c'est donc de cela que je vais vous parler. Les documents à transmettre obligatoirement. Il y a bien sûr la carte grise. La carte grise est donc la carte d'identité du véhicule, son certificat d'immatriculation. Si vous vendez votre camping-car en occasion, vous devez barrer celle-ci de 2 traits dans la diagonale, mentionner le kilométrage de celui-ci et indiquer « vendu le » en précisant la date et l'heure de la vente. Il y a ensuite le certificat de cession. Il s'agit de l'acte officiel de vente du véhicule. Il permettra d'officialiser le changement de propriétaire du camping-car. Vous devrez l'éditer en 2 exemplaires, un que vous conserverez et un autre que vous transmettrez à votre acheteur et qu'il devra conserver de son côté. Il y a aussi le certificat de non-gage. Ce document est délivré par la préfecture. Il vous servira à prouver à l'acheteur que votre camping-car ne fait l'objet d'aucun gage juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune opposition du Trésor public ou d'huissier de justice quant à sa vente et son utilisation. Attention, ce document n'est valable qu'1 mois à compter de sa date d'émission. Il y a aussi des documents parfois nécessaires, le carnet de garantie d'étanchéité. Ce carnet d'étanchéité est un document de garantie valable durant les 5 années suivant la première mise en circulation du véhicule. Il est complété 1 fois par an lors d'une visite annuelle prévue par le constructeur et comme son nom l'indique, il atteste de l'étanchéité du camping-car et de sa cellule. Attention cependant, si une visite annuelle a été manquée et que le document est donc incomplet, il devient caduc. Il y a aussi le rapport de contrôle technique. Là aussi, si votre véhicule est âgé de plus de 4 ans, il devient obligatoire pour vous de communiquer le dernier rapport de contrôle technique de votre camping-car à l'acheteur. Il y a bien sûr des documents bonus, le manuel d'utilisation du véhicule. Le camping-car n'est pas un véhicule comme un autre et chaque modèle a ses spécificités. Que vous le vendiez à un novice dans ce milieu ou à un camping-cariste expérimenté, transmettre le manuel d'utilisation peut se révéler très utile pour que votre acheteur maîtrise d'emblée l'utilisation du camping-car. Alors, il n'y a pas qu'un seul document de ce type. En fait, dans un véhicule, il y a plein d'éléments qu'il faut savoir utiliser, donc des notices d'utilisation différentes. Donc, c'est bien de les avoir et c'est bien de les donner au futur acquéreur. Il y a aussi les factures des équipements. Si vous avez investi dans des équipements complémentaires pour le camping-car que vous vendez, antenne TV, antenne parabolique, nouveau frigo, etc. Transmettre les factures de ces derniers facilitera grandement la vie de votre acheteur si ce dernier est confronté à un problème technique avec ces derniers, ou tout simplement s'il souhaite en changer et les vendre à son tour. Il y a le carnet d'entretien. Le carnet d'entretien est en quelque sorte le carnet de santé de votre camping-car. Il répertorie chaque rendez-vous d'entretien, détaille les opérations effectuées et témoigne donc du passé du véhicule et du fait qu'il a été correctement entretenu. Pour votre acheteur, cela lui facilitera aussi la vie lorsqu'il se rendra à son tour à un rendez-vous d'entretien. Les techniciens auront ainsi un bon aperçu du passé du camping-car. Vous connaissez donc à présent toutes les modalités administratives nécessaires à la vente d'un camping-car d'occasion et gardez bien en tête, ne communiquez jamais ces documents avant l'accord de vente du véhicule conclu. En effet, certains faux acheteurs s'en servent pour créer un doublon de votre annonce et tromper d'autres acheteurs. Alors comment fixer le prix de vente de son camping-car? Lorsque l'on souhaite vendre un véhicule, le prix est bien évidemment un élément déterminant. De nombreux paramètres sont à prendre en compte pour fixer le prix de vente de son camping-car. Je vais donc ici vous aider à y voir plus clair. L'ancienneté du véhicule et la notion de décote. Un aspect important sur le marché de la vente de véhicules d'occasion est la notion de cote, la valeur du véhicule sur le marché qui va être déterminée par la décote, la baisse de la valeur d'un camping-car en circulation avec le temps. En moyenne, par rapport au prix d'un véhicule neuf, cette décote est de 20% la première année, après mise en circulation, puis 15% par an la deuxième et troisième année,
avant de se stabiliser à 5% par an par la suite. Pensez donc à bien comparer le prix du véhicule par rapport à votre prix d'achat en fonction du nombre d'années de circulation pour celui-ci. Cela vous donnera un prix de vente de départ que vous pourrez ensuite adapter avec les autres éléments que nous allons évoquer. Il y a la cote des accessoires et des équipements. Si votre camping-car a été modifié avec l'ajout d'accessoires et d'équipements, nouveau frigo, nouvelle antenne, nouvelle télévision, vous devez en tenir compte pour établir votre prix. Là aussi, la décote entre en compte, comptez une baisse moyenne de 7% par an de leur valeur. Si ces derniers ont plus de 10 ans, ils ne sont plus comptabilisés. Il y a aussi le kilométrage. Le kilométrage n'aura pas vraiment d'impact sur la cote de votre camping-car si ce dernier n'excède pas une moyenne de 12 000 km par an. Par exemple, un véhicule mis en circulation en 2010 ayant roulé au total 100 000 km aura donc roulé en moyenne 10 000 km par an. Ce chiffre étant inférieur à la moyenne de 12 000 km par an, le prix fixé par la cote personnalisée, code du véhicule plus code des accessoires, n'aura pas besoin d'être modifié. En revanche, si cette moyenne dépasse les 12 000 km par an, il vous faudra augmenter la valeur de décote de votre véhicule. Après 3 ans de mise en circulation, comptez une décote annuelle de 10% au lieu des 5% de base. Alors cette histoire de prix aujourd'hui, avec cette histoire de code, de décote, on est parti un peu dans tous les sens, parce qu'il y a une telle pénurie de véhicules de loisirs, et que même des véhicules de loisirs récents arrivent à se vendre au prix quasi du neuf. En tout cas, du neuf au moment où les vendeurs les ont achetés. Aujourd'hui, cette histoire de cotes et de décotes, des accessoires, etc. n'a plus de sens aujourd'hui, dans un marché ultra tendu, où l'on voit que même les camping-cars récents d'occasion s'arrachent comme des petits pains, et donc là, les prix explosent littéralement. Donc maintenant, c'est un peu au feeling. Maintenant, je vais vous parler des arnaques à éviter pour vendre son camping-car d'occasion. Le marché de l'occasion est de plus en plus dynamique dans l'univers du camping-car. De plus en plus de propriétaires se tournent vers celui-ci pour financer par exemple l'achat d'un nouveau véhicule. Cependant, comme c'est le cas dans toutes les transactions, certaines arnaques sont à éviter. Il y a les arnaques au financement. C'est le cas le plus fréquent. Certains acheteurs vous proposeront un chèque sans provision, voire un faux chèque pour payer votre camping-car. Le chèque est encaissé, mais quelques jours plus tard, la banque vous contacte pour vous signaler l'annulation de l'encaissement du chèque. Et donc, si vous souhaitez éviter ceci avec un virement rassurant, car cela n'est possible que si le compte est approvisionné, il peut en être de même si le compte émetteur a justement été approvisionné avec un faux chèque. Là encore, la banque s'en rend compte et les virements effectués depuis le compte sont annulés. Pour répondre à ce scénario, privilégiez les plateformes proposant des solutions de paiement sécurisées si vous achetez sur Internet. Sinon, contrôlez l'authenticité du chèque en contactant la banque émettrice à l'aide des numéros indiqués sur ce chèque. Donc là, faites ces transactions en semaine, parce que le week-end, les banques sont fermées et donc là, vous pouvez vous faire avoir. Il y a aussi l'arnaque du paiement supérieur à la valeur du véhicule. Dans ce cas, l'acheteur vous propose un chèque qu'il n'a pas pu utiliser pour un autre achat d'une valeur supérieure au montant de votre véhicule. Il vous demandera des contreparties en échange de la différence, paiement d'un transporteur par exemple. Souvent, le chèque est faux, le transporteur n'existe pas et vous perdez l'intégralité de la somme. Pour éviter ceci, faites toujours régler le montant exact qui a été convenu pour la vente du véhicule et contrôler encore l'authenticité du chèque. L'appel à un numéro surtaxé. Sur Internet, de faux acheteurs repèrent tout type d'annonce pour que les vendeurs contactent un numéro surtaxé ou qu'ils envoient un mail vers une adresse dont les échanges qui suivront et qui vous amèneront tout droit à une escroquerie. Souvent, le numéro commence par 0899 s'il s'agit d'un SMS, par un indicatif étranger autre que +33 sur WhatsApp, ou encore par un nom de domaine étranger autre que .fr ou .com, s'il s'agit d'une adresse mail. Pour parer cette arnaque, ne répondez jamais aux numéros commençant par les indicatifs cités. Plus globalement, ne donnez pas suite à un SMS qui vous demande d'envoyer un email ou un email qui vous demande de contacter immédiatement un numéro de téléphone. L'autre arnaque, c'est la visite d'experts. Dans la même idée que le paiement supérieur à la valeur de votre véhicule, des faux acheteurs souhaitent vous faire payer le déplacement d'un expert pour contrôler l'état du camping-car. Ils vous demanderont
un virement et vous présenteront un site web ou un profil Facebook au nom de l'expert qui sont en réalité montés de toutes pièces par ces faux acheteurs. Dans ce cas, l'expert, ni même l'acheteur, ne se rendront sur le lieu du rendez-vous et ces derniers auront encaissé le montant de cette fausse visite. Face à cette situation, ne donnez jamais suite à un acheteur qui souhaite vous faire payer pour faire contrôler le véhicule. Vous êtes le vendeur, vous n'avez pas à régler quelconque somme autour de la vente de votre véhicule. Autre arnaque, c'est la demande abusive de documents. Dans cette situation, le soi-disant acheteur vous approchera en vous demandant tous les documents liés à la propriété de votre camping-car. Carte grise, certificat d'achat, attestation d'assurance. En réalité, il s'en servira pour publier un doublon de votre annonce et se permettra de rassurer ses potentiels acquéreurs en leur présentant à son tour ces documents. Face à ceci, contentez-vous du strict nécessaire quant aux documents demandés. Immatriculation actuelle, date de première mise en circulation et type mine pour retrouver la dénomination commerciale. Ne communiquez jamais votre carte grise ou votre contrôle technique avant le jour J de la vente du camping-car. Alors moi j'ai fait l'expérience de la vente de mon camping-car, j'avais fait une annonce dans le Bon Coin et j'ai quelqu'un qui s'est proposé en me disant que c'était un acheteur de camping-car pour une société de location de camping-car basée en Espagne. Mais lui était français, donc on a très bien échangé. Alors bien sûr j'ai eu beaucoup de doutes, il a bien senti que moi aussi j'avais un petit peu peur. Donc pour me rassurer, il m'a communiqué toute une série de numéros de téléphone de personnes avec qui il avait affaire. Alors moi je l'ai fait, j'ai appelé plusieurs de ces numéros. Alors au départ les personnes étaient un peu étonnées de ce coup de téléphone, mais après ils ont compris ma démarche, ils ont bien compris que je voulais être rassuré, et donc ils m'ont expliqué comment s'était passée la démarche, et ils m'ont dit que l'acheteur était vraiment très sérieux. Après j'ai recontacté cet acheteur, il est venu, et j'ai bien vu qu'il était vraiment très sérieux. D'ailleurs, il était venu avec un chauffeur espagnol parce qu'il achetait plein de camping-cars en France. Il avait tous les papiers, il avait son ordinateur. Et surtout, ce qui a été rassurant, c'est qu'il a acheté tout de suite. La transaction s'est faite immédiatement. Et une chose qu'on peut faire, ça je connaissais un petit peu, mais j'avais jamais pratiqué, c'est qu'on peut faire des transferts d'argent immédiats via l'application de téléphone quand les banques ont ce type de procédé. Donc vous pouvez comme ça, par tranche, alors je ne sais plus, c'était les tranches maximales de 10 000 euros, je crois. Donc la personne fait des virements directement sur votre compte, l'argent arrive donc immédiatement et de manière instantanée sur votre compte. Et donc là, pour faire ce genre de transaction, vous êtes obligé d'avoir l'argent sur votre compte. Il est impossible de transférer de l'argent sur un autre compte si votre compte n'est pas provisionné. Donc ça s'est fait très vite. J'ai eu l'argent tout de suite sur mon compte. J'ai eu juste un petit peu d'argent liquide parce que lui, ça l'arrangeait de me donner un petit peu de liquide. Mais en tout cas, la transaction s'est faite très proprement, très sérieusement. J'ai pu faire toutes les démarches sur ordinateur. Il m'a vraiment aidé tout au long de la procédure. Tout s'est bien passé et voilà, mon camping-car a été vendu sans problème. J'avais l'argent sur mon compte. Donc voilà un petit peu, je voulais évoquer avec vous cette question des modalités administratives pour vendre son camping-car d'occasion. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker et surtout abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.